La cendre de bois est considérée comme un fléau pour le jardin. Elle brûle les racines et fait grimper le pH du sol au-delà de 11. Les experts préviennent qu'une petite quantité suffit à détruire vos plantes. Et si cet ingrédient cauchemardesque était en réalité le plus rapide accélérateur de croissance naturelle? Il suffit de modifier une seule étape pour obtenir un tonique vivant et pétillant, introuvable en magasin car vivant et instable. Et son action est plus rapide que celle de n'importe quel engrais liquide. Pourquoi l'engrais le plus puissant que l'on puisse fabriquer soi-même serait-il si difficile à trouver? Et qu'est-ce qui rend la cendre brute si dangereuse? La cendre de bois brut n'est pas qu'une simple poudre grise. C'est un véritable champ de mine chimique. Une poignée mélangée à de l'eau provoque une réaction instantanée et explosive. Les principaux réactifs sont l'hydroxyde de potassium et le carbonate de calcium. L'hydroxyde de potassium, le même composé que celui utilisé dans la lessive, se dissout rapidement et fait grimper le pH en flèche. Une suspension fraîche de cendres de bois dur et d'eau peut afficher un pH supérieur à 11 sur un pH mètre numérique, ce qui la rend très alcaline. C'est plus alcalin que l'eau de Javel. Cette hausse est plus qu'un simple chiffre. Un pH élevé déclenche une série de problèmes dans le sol. Tout d'abord, il agit comme un marteau chimique, brisant l'équilibre délicat dont dépendent les racines et les micro-organismes. Des nutriments essentiels, tels que le fer, le manganèse et le phosphore, se retrouvent piégés chimiquement et indisponibles pour les plantes. Les racines, conçues pour absorber les minéraux en douceur, se heurtent à un mur de sel agressif. Dans les cas les plus graves, les couches externes des cellules racinaires brûlent, laissant des cicatrices brunes, voire des zones mortes sous terre. Les micro-organismes du sol, ces travailleurs invisibles, sont tout aussi vulnérables. Ce bouleversement brutal peut anéantir les espèces sensibles et déséquilibrer l'écosystème au profit des seules bactéries les plus résistantes. En quelques heures, un sol vivant peut devenir stérile, son réseau trophique étant anéanti par le pic de pollution. Les laboratoires de vulgarisation agricole des universités mettent en garde. Même une petite dose de cendre brute, surtout sur un sol humide, peut provoquer ce choc. Un indice supérieur à 11 représente un danger pour tout organisme vivant sous la surface. C'est pourquoi les cendres de bois brut sont considérées comme un produit chimique dangereux et non comme un amendement doux. Les racines brûlées et les feuilles rabougries sont des signes avant-coureurs d'un problème, bien avant qu'une analyse de sol ne le révèle. Dès que des cendres de bois brut se déposent au sol, même en petite quantité, les plantes réagissent rapidement et de façon néfaste. Des extrémités de racines brunes et cassantes indiquent des brûlures chimiques, tandis que les nouvelles pousses flétrissent ou jaunissent, incapables d'absorber les nutriments bloqués par la forte alcalinité du sol. Les recommandations en matière de vulgarisation agricole fixent une limite stricte. Ne jamais dépasser 9 kg de cendre par 100 ml/h par an. Même dans ce cas, une mise en garde s'impose. Étalez-les en fines couches, toujours sur un sol humide et jamais à proximité de jeunes semis. Un pédologue de l'Université du Wisconsin est catégorique. Les cendres de bois sont excellentes pour le potassium et la chaux, mais si vous les utilisez telles quelles, vous brûlerez les racines et détruirez les micro-organismes du sol. Toujours faire des essais préalables. Des photos prises lors d'essais universitaires en plein champ montrent des rangées de tomates et de haricots aux racines noircies et au feuillage flétri après une seule application massive. Les dégâts sont flagrants. Plaques de terre nue, jeunes plants morts et un sentiment persistant de gâchis. Ces symptômes ne sont pas le fruit du hasard. C'est la conséquence prévisible d'un excès de cendres brutes au contact de racines fragiles. Les sels minéraux détruisent les poils protecteurs des racines, laissant les plantes exposées et affaiblies. C'est pourquoi les services de vulgarisation agricole répètent sans cesse le même message. Manipulez les cendres brutes avec la même précaution que l'eau de Javel.
Ignorer les recommandations, c'est s'exposer à des dégâts au jardin. Un bocal de cendres, d'eau et d'une cuillère de sucre ne ressemble pas à une découverte scientifique majeure. Pourtant, en quelques heures, une transformation s'opère. La surface se couvre de minuscules bulles, du dioxyde de carbone, signe indubitable de l'activité microbienne. Levures et bactéries lactiques, puisées dans l'air et les cendres elles-mêmes, se nourrissent des sucres. Ce processus n'est pas aléatoire. Tout d'abord, les levures se multiplient, décomposant les sucres complexes en alcool simple et en dioxyde de carbone. Ensuite, les bactéries lactiques prennent le relais, transformant ces alcools en acides organiques. Chaque étape abaisse le pH, atténuant l'alcalinité extrême qui rendait autrefois la cendre si dangereuse. Le bouillonnement est plus qu'un simple signal visuel. C'est un signal chimique. Lorsque les microbes digèrent le sucre, ils excrètent des acides lactiques, acétiques et citriques. Ces acides agissent comme des clés moléculaires, se liant aux ions potassium et calcium et les enrobant d'une coque organique. Ce processus, appelé chylation, transforme les minéraux contenus dans les sels issus de la combustion des racines en complexes malléables et assimilables par les plantes. L'ensemble du mélange évolue d'une forte odeur de crustacés à un arôme doux et terreux. Un brasseur expérimenté, ayant réalisé des dizaines de fermentations de ce type, l'explique simplement. Si ça pétille, c'est que ça fonctionne. C'est le signe que la vie microbienne est bien présente. Le dégagement de dioxyde de carbone est la preuve que l'activité microbienne est à son comble, décomposant les cendres et libérant les nutriments. Nul besoin d'analyse de laboratoire. Le processus vivant se révèle dans chaque bulle et chaque changement d'odeur. Ce qui était autrefois un danger chimique est désormais un tonique vivant, prêt à nourrir les plantes sous une forme qu'elles peuvent absorber instantanément. C'est le secret de sa rapidité. Les minéraux ne sont plus emprisonnés. Ils sont prédigérés et transportés directement jusqu'aux racines grâce à l'action d'alliés invisibles. Les résultats de laboratoire permettent de lever les incertitudes. Lorsqu'on mélange des cendres de bois brutes avec de l'eau, le pH grimpe en flèche et les pH-mètres numériques affichent des valeurs supérieures à 11, confirmant ainsi la puissance du produit. Mais après fermentation avec de la mélasse, les chiffres révèlent une toute autre réalité. La même solution, laissée à fermenter pendant une semaine, se stabilise à un pH proche de la neutralité, chutant à 7, 5 ou 8. La transformation ne se limite pas à l'acidité. Les graphiques de laboratoire montrent une nette augmentation des minéraux solubles après fermentation. L'analyse par plasma à couplage inductif révèle que le potassium, initialement sous forme d'hydroxyde, est désormais présent à des concentrations plus élevées et assimilables par les plantes. Le calcium suit la même tendance, une plus grande quantité, se dissolvant dans le liquide et étant prête à être absorbée par les racines. Des tests d'absorption atomique confirment ce phénomène. Les échantillons fermentés présentent systématiquement des teneurs en potassium et en calcium biodisponible supérieures à celles des sangsues brutes. Cette différence est mesurable. Lors d'un essai, les concentrations de potassium soluble et d'infusion de cendres fermentées ont presque doublé par rapport à l'échantillon brut, tandis que la concentration de calcium a augmenté de 30 à 40%. Ces chiffres ne sont pas théoriques. Ils correspondent aux résultats directs du processus de destruction des minéraux. Lorsque les acides organiques enrobent les minéraux et les maintiennent en suspension dans la solution, la baisse du pH est tout aussi importante que l'augmentation de la concentration en minéraux. Les plantes sont sensibles aux conditions extrêmes. Une solution proche de la neutralité permet aux racines d'absorber les nutriments en profondeur sans subir de choc chimique. Les microbes survivent et se multiplient au lieu de périr sous l'effet d'un traitement chimique agressif. Les données confirment ce que suggèrent les bulles et l'odeur de terre. La fermentation adoucit la charge minérale, stabilise le pH et libère une grande quantité de nutriments.
Il ne s'agit pas de légendes urbaines. Les pH-mètres, les spectrophotomètres à plasma à couplage inductif et les mesures d'absorption atomique établissent une distinction claire entre ce qui est dangereux et ce qui est bénéfique. Des rangées de jeunes plants racontent une histoire que les chiffres seuls ne peuvent pas révéler. Lors d'essais contrôlés, des plateaux de radis et de tomates reçoivent côte à côte leur premier arrosage. Un groupe reçoit une infusion de cendres fermentées diluées. Un autre reçoit la même quantité de solution de cendres brutes. Un troisième reçoit un engrais NPK commercial. Un quatrième reste intact. En quelques jours, les différences deviennent flagrantes. Les pousses du groupe ayant reçu des cendres fermentées émergent en premier, suivies de près par celles des plantes fertilisées au NPK. Le groupe ayant reçu des cendres brutes accuse un retard, et certaines plantules ne parviennent même pas à sortir de terre. D'autres présentent une croissance pâle et rabougrie. À la fin de la première semaine, le groupe ayant reçu des cendres fermentées prend une avance considérable. Les feuilles de radis ont doublé de taille par rapport aux témoins. Leur couleur est d'un vert foncé brillant. Les tiges des tomates s'épaississent et se ramifient plus tôt, leurs folioles se déployant plus largement et plus robustes. La longueur des sillons mesurée dans le groupe fermenté est en moyenne 30% supérieure à celle du témoin non traité et 20% supérieure à celle du groupe NPK. Les cendriers bruts présentent une croissance irrégulière, avec des bords jaunis et des extrémités desséchées. Un rappel visuel du danger déjà expliqué. Les mesures de surface foliaire confirment ce que l'on observe visuellement. Les plantes fertilisées avec du thé de cendre fermenté présentent en moyenne une surface foliaire de 15 à 25%, supérieure à celle des plantes ayant reçu un apport d'engrais NPK, ce qui se traduit par une photosynthèse accrue et une absorption d'énergie plus rapide. L'inspection des racines au 14e jour révèle des réseaux fibreux blancs et denses chez les plantes ayant reçu l'engrais fermenté, tandis que les racines des plantes ayant reçu l'engrais brut sont clairsemées et brunes. Lors d'essais de fructification, les tomates bourgeonnent plus tôt et les premiers comptages de rendement montrent la formation de grappes plusieurs jours avant les traitements NPK et le témoin. La rapidité de la réponse est le résultat le plus frappant, tandis que l'engrais synthétique offre des gains constants et prévisibles. Le thé de cendre fermenté déclenche ce que les jardiniers appellent une explosion. Un bond de croissance visible dès la première semaine. Chaque paramètre, hauteur de la goulotte, couleur des feuilles, masse racinaire, converge vers la même conclusion. Lorsque les minéraux sont prédigérés et tamponnés, les plantes les absorbent instantanément, ce qui leur procure une vitalité intense qu'aucune cendre brute ni aucun sel en bouteille ne saurait égaler. Au début du XIXe siècle, la cendre de bois n'était pas un déchet de jardin, mais une ressource mondiale. De la Nouvelle-Angleterre à l'Ontario, les agriculteurs et les colons vidaient leurs foyers, récoltaient la cendre dans des barils, puis la faisaient lessiver pour en extraire la potasse. Des barges chargées de lourdes marmites noires descendaient les rivières, alimentant un commerce qui fournissait aux savonniers, aux verreries et aux exploitations agricoles avides de potassium. En 1850, les exportations américaines de potasse dépassaient les 40 000 tonnes par an. Les prix étant suivis dans les journaux au même titre que ceux du blé et du coton, la demande pour ces cendres riches en minéraux a façonné des économies entières, favorisant l'exploitation de nouvelles forêts et stimulant l'innovation en chimie rurale. Mais au tournant du XXe siècle, la carte mondiale des engrais a été bouleversée. Des chimistes allemands ont percé les secrets de l'extraction des sels de potasse souterrains et l'arrivée du procédé Ober en 1910 a rendu l'azote synthétique bon marché et abondant. Les compagnies ferroviaires et l'industrie se sont alors tournées vers des mélanges homogènes d'azote, de phosphore et de potassium à longue durée de conservation. Ces produits pouvaient rester des années en entrepôt, expédiés par tonnes, sans être affectés par les intempéries ni le temps.
Les vieilles marmites rouillaient et les tas de cendres domestiques perdaient toute valeur. Dans les années 1940, des entreprises comme Monsanto et Isit dominaient le marché avec leurs sachets de sel chimique de marque, reléguant les préparations artisanales instables au second plan. Ce qui était autrefois une ressource locale et cyclique est tombé dans l'oubli, supplanté par un commerce mondial de minéraux inertes. L'histoire des cendres de bois est devenue une simple note de bas de page. Leur potentiel vital a été oublié dans la course à l'échelle industrielle et à la certitude. Un engrais vivant qui agit en quelques jours semble miraculeux. Mais il y a une raison bien précise pour laquelle vous ne trouverez pas de thé de cendre fermenté dans les rayons des magasins. Le problème n'est ni juridique ni secret. Il relève de la physique et de la logistique. Une fois mélangé, le bocal se transforme en un bioréacteur miniature. Les microbes s'y nourrissent et s'y multiplient, libérant du dioxyde de carbone à chaque expiration. Cette effervescence, essentielle à la décomposition des minéraux corrosifs, est précisément ce qui rend la boisson impossible à commercialiser. Si vous essayez de bien fermer la bouteille, la pression monte suffisamment pour faire sauter les bouchons, fendre les soudures, voire faire exploser les contenants en plastique. Laissez-la ouverte. La culture vivante continue de fermenter, mais seulement pendant un court laps de temps. Au bout de 2 semaines, la boisson perd de sa vigueur. Les microbes n'ont plus de nourriture, l'acidité diminue, et ce qui était autrefois un puissant tonique devient fade. Les entrepôts et les jardineries fonctionnent sur la prévisibilité. Les produits doivent rester des mois, voire des années, sans risque ni altération. Le thé de cendre fermenté, lui, se refuse à ces règles. Vivant, instable, il évolue constamment. C'est pourquoi la seule façon de l'utiliser est de le préparer soi-même, frais et local, à chaque fois. Ce procédé n'est pas interdit par la loi. C'est interdit par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement. Versez une tasse de cendre de bois dure, tamisée et propre dans un bocal ou un seau en verre à large ouverture. Inutile de chercher un récipient sophistiqué. Assurez-vous simplement qu'il ne contienne ni peinture, ni clous, ni morceaux de charbon. Ajoutez 4 litres d'eau non chlorée. Si votre eau du robinet est traitée, laissez-la reposer une nuit afin que le chlore s'évapore. Ensuite, incorporez une cuillère à café de mélasse noire ou quelques cuillères à soupe de fruits mûrs écrasés. Le sucre n'est pas destiné aux plantes, mais aux micro-organismes. Mélangez à l'aide d'une cuillère en bois ou d'une main gantée jusqu'à dissolution complète. Le liquide aura d'abord une apparence trouble et grise, avec de fines particules en suspension. Couvrez le bocal avec un couvercle non hermétique, un linge ou une assiette. Il faut juste assez pour empêcher la poussière d'entrer, mais pas trop hermétiquement pour laisser échapper les gaz. C'est essentiel. Dans les 3 à 5 jours qui suivent, la surface va commencer à pétiller. De petites bulles vont remonter et éclater, et un léger arôme de levure remplacera l'odeur chimique âcre de cendre. C'est le signe que la fermentation est bien lancée. Le délai peut aller jusqu'à 2 semaines si les températures sont fraîches ou si vous utilisez des fruits denses à fermentation lente. Tous les 1 ou 2 jours, remuez délicatement le mélange et humez-le rapidement. Dès que l'odeur passe d'âcre à terreuse et que la couleur s'intensifie pour devenir d'un brun profond, la préparation est prête. Si le liquide sent mauvais ou présente des moisissures, jetez-le et recommencez. Un déséquilibre s'est produit. Lorsque la fermentation est réussie, on obtient une infusion minérale vivante, fraîche et puissante, mais éphémère, à consommer dans la semaine pour un effet optimal. Ne fermez jamais le bocal hermétiquement et vérifiez-le quotidiennement. La fermentation est un processus vivant. Fiez-vous à vos sens. Un tonique vivant aussi puissant mérite d'être respecté. Le thé de cendre fermenté ne s'utilise jamais pur. La règle d'or est la dilution. Pour chaque tasse de thé fermenté, ajoutez au moins 4 litres d'eau. Cela permet de réduire la concentration en minéraux
à un niveau assimilable par les racines, transformant ainsi un stress hydrique en un apport nutritif doux. Si vous négligez cette étape, même la meilleure fermentation risque de surcharger les jeunes plants ou les variétés sensibles. Le timing est crucial. Les plantes ont un besoin maximal de potassium juste avant la floraison ou au début de la formation des fruits. C'est à ce moment précis qu'un simple arrosage peut déclencher une carence en potassium. Résultat, des fleurs plus abondantes, des fruits plus sucrés et des tiges plus robustes. Versez la solution nutritive, diluée uniquement sur un sol humide, jamais sec. Un sol sec absorbe les minéraux trop rapidement, ce qui risque de provoquer un stress salin, même à faible concentration. Arrosez toujours d'abord si le sol est desséché, puis appliquez l'engrais. Ne l'utilisez jamais sur des cultures acidophiles comme les myrtilles ou les pommes de terre, qui souffrent d'une hausse du pH. N'en appliquez jamais non plus sur de jeunes semis, ne présentant que quelques feuilles. Attendez qu'ils soient bien établis et que leurs racines soient suffisamment robustes pour absorber l'engrais. Si la solution dégage une odeur aigre ou de pourri, jetez-la. Une fermentation saine dégage une odeur de terre ou de levure, et non une odeur désagréable. Ce produit ne se conserve pas des mois. À consommer dans la semaine suivant la fin de la fermentation. Tout reste doit être jeté et non conservé. Le port de gants est conseillé pour la manipulation, surtout si vous avez la peau sensible, même après fermentation. Les cendres peuvent encore irriter les coupures. Respectez la dilution de 1 à 20. En suivant le calendrier prévu, votre jardin vous en remerciera en quelques jours. Actuellement, des millions de tonnes de cendres de bois sont jetées alors que les outils nécessaires à leur transformation sont présents dans toutes les cuisines. Tandis que les engrais commerciaux dominent les rayons, les solutions nutritives vivantes, comme les cendres fermentées, restent inaccessibles, non pas par obligation légale, mais pour des raisons logistiques. L'avenir de la santé des sols dépend peut-être moins des produits vendus que de ce que nous osons expérimenter nous-mêmes. Que deviendrait votre jardin si vous cessiez d'attendre une autorisation